Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va débunker quelques petites choses puisque oui, aujourd'hui on va s'attaquer aux clichés qui circulent dans le monde de l'ésotérisme. Alors bien entendu, je n'ai pas tout listé, je vous ai fait ici mon top 7 parce que pourquoi pas 7. On fait toujours des top 5 ou des top 10, et bien voilà, pourquoi ne pas faire un top 7 après tout de ce qui me semble à moi, de mon point de vue, de ma perspective personnelle, de simplement moi-même, des pires clichés qu'on retrouve dans le monde de l'ésotérisme. Alors ce ne sont pas des clichés sur le monde de l'ésotérisme, donc pas des clichés qu'on peut avoir sur les personnes qui pratiquent la sorcellerie ou les personnes qui s'intéressent au paranormal, mais bien des clichés qui sont véhiculés en interne, donc c'est-à-dire les choses que l'on croit quand on pratique ou quand on s'intéresse soi-même à ce genre de choses, et qui peuvent être assez infondées, voire complètement farfelues et complètement paradoxales et contre-productives. Alors je vous en ai listé 7, là encore c'est pas une liste exhaustive, il y en a bien plus que ça, mais disons que c'est ceux que je croise le plus souvent et qui me semblent les plus embêtants. On va arrêter de tourner autour du pot, parce que ça fait déjà 1 minute 11 que je blablate dans le vide, et on va se lancer tout de suite avec, je crois, le numéro 1. Le meilleur moyen de purifier ses pierres, c'est de les plonger dans l'eau salée. Alors ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup trop de livres et même dans certaines boutiques, et c'est vraiment quelque chose qui peut être très embêtant et très dangereux parce que certaines pierres ne supportent pas le sel qui va provoquer de la corrosion chez elles, et il y a même certaines pierres qui sont carrément solubles. Si vous plongez du soufre natif par exemple ou de la sélénite dans un verre d'eau, vous allez vous retrouver avec l'équivalent minéral d'un Alka-Seltzer, ce qui n'est pas forcément le but recherché. Alors oui, ce sera très bien purifié, mais enfin, il n'y aura plus de pierre du tout. Vous aurez enlevé toutes les mauvaises énergies, mais vous aurez aussi enlevé toute la pierre. Donc c'est un peu embêtant. Alors, on utilise le sel pour la purification de manière extrêmement outrancière, il faut bien le savoir. On en met partout, on en met aussi dehors, là où c'est une absolue catastrophe puisque le sel est un stérilisateur. Le sel, il devrait être réservé à des purifications extrêmes. C'est l'eau de Javel magique, si vous voulez. Vous allez quand même pas faire votre vaisselle à l'eau de Javel. Vous n'allez pas faire vos purifications quotidiennes au sel. Ça n'a absolument aucun sens, aucun intérêt, c'est beaucoup trop fort. C'est un Karcher dans le domaine de la purification. En réalité, il y a des alternatives qui sont beaucoup plus soft et beaucoup plus passe-partout, qu'on peut utiliser au quotidien sans le moindre problème. Quand on veut purifier par exemple des lieux ou de l'air, on peut avoir tout à fait une petite synergie faisable avec un mélange par exemple avec du citron et de l'hysope. Ça marche très très bien. Pas la peine de mettre du sel tout le temps, c'est efficace oui, mais c'est beaucoup trop violent. Pour les pierres, il faut mieux se renseigner. Il y a certaines pierres qui vont très très bien supporter le contact du sel. Alors dans ces cas-là, si vous êtes un aficionado du sel, eh bien go, allez-y quand même. Mais il y a quand même des moyens beaucoup plus soft. Alors on peut purifier ces pierres avec simplement de l'eau, si la pierre supporte l'eau. On peut purifier ces pierres avec une fumigation particulière. On peut même les purifier avec du son, ça marche très bien aussi. Mais pour moi, la meilleure solution, c'est encore de les enfouir dans la terre, éventuellement en les protégeant, en les enveloppant d'une gaze, donc une compresse stérile, et on la laisse quelque temps, en général 3 ou 9 jours, hein, ça dépend, et on évite de le faire les jours de pluie, ou alors on le fait sous abri quand on a des pierres qui peuvent craindre l'eau. Ça marche extrêmement bien, ça permet de réancrer la pierre, de la mettre au contact de son élément mère, et du coup de la réinitialiser en quelque sorte. Ça marche formidablement sans beaucoup d'efforts. Et on a aussi un autre moyen qui est de récolter du sel indirectement via le sable que l'on va récolter sur la plage. On remplit un grand bocal avec du sable de plage et on enfouit ses pierres dedans. Là, le sel il sera tellement dilué qu'il sera beaucoup moins dangereux pour vos pierres, il n'y aura pas la présence de l'eau et ça fonctionne très bien aussi. On a l'analogie entre la terre produite par le sable qui est en fait du verre. Et on a également le sel donc, qui est présent via des résidus d'eau de mer qui sèchent à l'intérieur du sel. Donc on a un petit mélange terre-mer qui peut être intéressant. Mais pitié, arrêtez de laver systématiquement vos pierres à l'eau salée. Ça revient à laver vos légumes avec du pec-citron. C'est pas forcément une bonne idée. Deuxième cliché que je vois beaucoup trop souvent et qui est dramatique. Le Ouija et le spiritisme en général, c'est dangereux, faut pas en faire, ça attire des mauvais esprits qui vont vous coller et vous hanter jusqu'à la fin de vos jours. Spoiler alerte.
Non, ça c'est un scénario de film d'horreur. Alors je ne dis pas que ça n'arrive jamais, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que le spiritisme, le Ouija, alors le Ouija, oui, c'est ce truc que vous entendez toujours prononcer Ouija, parce que les gens qui en parlent ne savent pas de quoi ils parlent en général. Ouija, donc, c'est les planches de spiritisme, vous savez, où on a les lettres de l'alphabet, les chiffres, et où on fait glisser une planchette pour discuter avec les esprits. Alors, je vais faire l'analogie que je fais systématiquement. Si vous me suivez dans Une année en magie, je pense que vous l'avez déjà amplement vu, entendu, discuter. Faire du spiritisme, c'est comme conduire une voiture. Si on lâche quelqu'un sans permis de conduire sur une autoroute allemande au volant d'une Ferrari, il y a de fortes chances pour qu'il ou elle ait un accident. Oui. Est-ce que ça veut dire que conduire c'est dangereux? Pas forcément en réalité. Alors oui, conduire ça peut être dangereux, peut y avoir des accidents. Mais effectivement, si on lâche quelqu'un dans des conditions comme ça sur une autobahn, est-ce qu'il faudra s'étonner qu'il y ait un accident après? Je ne crois pas. En revanche, si on lâche quelqu'un sur une autobahn avec le permis et qui roule dans une voiture qu'il ou elle connaît bien, il y aura quand même beaucoup moins de risques qu'un accident survienne, n'est-ce pas? Là, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que la plupart des déboires de spiritisme qui sont racontés par les médias sont faux. Et que dans les quelques-uns qui sont vrais, ils sont le fait dans l'immense majorité des cas de personnes inexpérimentées qui ont fait n'importe quoi, qui se sont lancés sur l'autoroute avec une Ferrari sans avoir le permis de conduire. Mais quand c'est accompli correctement, dans le respect, avec conscience et avec les précautions nécessaires, faire une séance de Ouija, c'est pas plus dangereux que de prendre le volant en toute conscience sur l'autobahn. Voilà. C'est une simple question de bon sens. Évidemment, c'est une pratique qui comporte des risques, comme toutes les pratiques comportent des risques. Monter sur une chaise pour aller récupérer un paquet de thé, ça comporte des risques. On peut tomber, on peut se faire très mal. Je vous rappelle quand même que vous vous regardez une personne qui s'est fracturée de côte en éternuant, donc dans son sommeil. Donc techniquement, dormir, c'est quelque chose de dangereux. Voilà. Est-ce qu'on doit systématiquement arrêter tout ce qui est dangereux? Arrêtez de respirer, parce que ça peut être très dangereux, on peut s'étouffer. Donc non. On fait les choses avec conscience, avec bon sens, et pas de panique, ça se passera bien. Et puis on évite de croire tout ce qu'on voit dans les médias. Troisième cliché, je crois que c'est celui qui m'agace le plus. Celui-là, je sors les griffes, tel un chat enragé. Les Celtes et les Vikings étaient contemporains. Merci Assassin's Creed. Non. Alors pour rappel, petit rappel historique, on s'assoit 5 minutes, on regarde une frise chronologique. L'époque celtique, ça appartient essentiellement à l'Antiquité, en particulier à l'âge du bronze final et surtout l'âge du fer, en particulier avec les cultures de Hallstatt qui s'étendent donc de la fin du XIIIe siècle jusqu'à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui en marque les débuts, et la culture de l'Athènes, que l'on date généralement entre 450 et 25 avant Jésus-Christ, qui en marque l'apogée. On date généralement la fin de la civilisation celte entre la conquête romaine de l'île de Bretagne, donc qui correspond à la Grande-Bretagne actuelle au 1er siècle de notre ère, et le moment où les Celtes ont survécu péniblement dans une culture qui est en train de péricliter en Irlande et dans le nord de l'Écosse, ou entre une autre fourchette qui correspond à la christianisation donc, de cette dernière zone entre le 3e et le 5e siècle de notre ère. Donc en gros, après le 5e siècle, on n'a plus le droit de parler de culture celtique. Et surtout pas sur le continent où elle s'est éteinte beaucoup plus tôt au 1er siècle de notre ère, donc avec la romanisation de l'Europe. L'époque viking, elle est beaucoup plus tardive. On la date généralement de façon assez précise entre 793 après Jésus-Christ, qui correspond à un événement particulier, qui est le pillage de l'abbaye, du monastère de Lindisfarne en Angleterre, qui a marqué le début en fait d'une grande vague d'invasion normande, et l'an 1066, toujours après Jésus-Christ, donc qui correspond cette fois-ci à la bataille de Stamford Bridge, ou la tentative ratée d'invasion de l'Angleterre par le roi Harald III de Norvège, qui a été défait par le roi saxon Harold Godwinson. Donc on se retrouve quand même à des moments qui ne se correspondent pas du tout sur l'échelle du temps. Fin 5e siècle, on a les derniers Celtes vraiment au nord de l'Écosse et dans les îles irlandaises qui périclitent, et le début de l'ère viking, c'est donc presque 3 siècles plus tard. 300 ans, voire 400 ans, selon les zones et les régions. Donc non, les Celtes et les Vikings ne se sont jamais croisés.
Les Celtes, ce qu'ils ont croisé, ce sont les Germains antiques. Alors oui, bien entendu, les Vikings découlent en grande partie des Germains antiques, mais c'est pas le même peuple et c'est pas la même chose. Donc si vous voyez quelque part quelqu'un ou quelque chose qui vous dit que les Vikings fricotaient avec les druides, fuyez, c'est faux. Quatrième, je crois que celui-là, c'est aussi un de mes grands favoris, quatrième grand cliché, les heures miroirs sont un signe que l'univers a quelque chose à vous dire. Non, alors déjà, un cygne, c'est un gros canard blanc avec un long cou. Ça n'a rien à voir avec l'heure. Non. En plus, déjà, on emploie le terme de heure miroir complètement à tort. Une heure miroir, techniquement, c'est quand les heures et les minutes sont en miroir, quand les chiffres ont l'air d'être réfléchis par les deux petits points que l'on retrouve sur les horloges analogiques. En gros, midi 21, 23h32, en gros, comme si on avait un axe de symétrie entre les chiffres les nombres des heures et les nombres des minutes. Ça, c'est les heures miroirs. Nous, ce qu'on appelle heures miroirs, généralement, ça va être des choses comme 11h11, 14h14, 23h23, et ça, techniquement, c'est pas du miroir, ce sont des heures doubles. Mais souvent, les gens... Alors déjà, on a un premier amalgame malheureux, c'est pour vous dire à quel point ce truc, il est complètement pété. En réalité, donc ce fameux phénomène des heures doubles, c'est pas si rare que ça. Ça arrive 24 fois par jour. Une fois par heure. Sachant que selon une étude, on regarde l'heure sur nos téléphones la plupart du temps et qu'on regarde en moyenne nos téléphones 221 fois par jour, ce qui fait 3h16 en tout par tranche de 24 heures, c'est pas si étonnant que ça qu'on tombe au moins une fois sur une de ces 24 heures particulières. D'autant que si on y accorde de l'importance, on va se programmer inconsciemment pour repérer ces fameuses heures miroirs, heures doubles. C'est-à-dire que si jamais on regarde l'heure et qu'il est midi 10, il y a quelque chose dans notre inconscient qui va dire « Ouh, mais midi 10, ça veut dire que dans 2 minutes, c'est midi 12 ». Et il y a de fortes chances pour qu'inconsciemment, on soit tenté, 2 minutes plus tard, de regarder l'heure à nouveau pour tomber inconsciemment sur une heure double. Un signe, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui échappe à notre contrôle et surtout qui est particulièrement extraordinaire. Et avec le temps qu'on passe sur les portables, c'est pas le cas des heures doubles. Alors cette étude, je la sors pas de mon chapeau, le fait qu'on regarde 221 fois notre téléphone par jour, c'est une étude qui a été publiée plusieurs fois, notamment sur France Bleu. Si vous voulez vérifier par vous-même, je vais vous mettre le lien de l'article dans la barre d'infos, comme ça... Vous n'irez pas me raconter que moi, je ne passe pas 221 fois sur mon téléphone par jour. C'est une moyenne. Et si vous ne passez pas 221 fois sur votre téléphone par jour, c'est très bien, continuez, parce que c'est très addictif, ces trucs-là. 5e cliché qu'on retrouve très souvent, mon animal se couche sur mon autel, c'est donc que c'est mon familier. Alors au sujet des familiers, j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mets là, donc je ne vais pas revenir là-dessus à outrance. Mais pour résumer, un familier, c'est donc un esprit incarné la plupart du temps sous la forme d'un animal qui surgit dans notre vie de sorcier ou de sorcière à un moment où on a besoin de son aide pour venir nous apporter son assistance ou sa guidance. Alors que les animaux, on le sait, en général, tous les animaux ressentent des choses qui nous dépassent un peu, en particulier l'attachement et l'énergie qu'on va mettre dans certains lieux ou certains objets. Pas étonnant, donc, qu'ils se dirigent naturellement vers eux. Si un animal vous voit en permanence tripoter un objet ou passer très souvent à un endroit de la maison, il va sentir qu'il y a quelque chose de spécial à cet endroit-là et ça va attirer son attention. En particulier les chats qui sont extrêmement observateurs, très curieux et très sensibles aux énergies. Ils voient des choses qu'on ne voit pas, les chats, ils sentent des choses qu'on voit pas, qu'on ne sent pas nous-mêmes. Vous avez dû le remarquer quand vous êtes d'une humeur un peu particulière, que vous êtes malade, que vous êtes préoccupé, ou quand il va y avoir de l'orage, vous l'avez pas senti, ou qu'il va se passer quelque chose, ou même avant que la voiture d'une autre personne qui partage votre foyer revienne, votre animal est au taquet parce qu'il a déjà senti quelque chose qui vous a échappé jusqu'à présent. Eh bien, le comportement de votre chat, de votre chien, de votre chinchilla, de votre dragon de Komodo qui se couche sur votre autel, c'est exactement la même chose. Il sent tout simplement qu'il y a une grosse concentration d'attention et d'énergie à cet endroit-là, et ça l'attire parce qu'il y est sensible.
Un familier, c'est donc un esprit qui est venu nous aider ponctuellement dans notre pratique. Un animal de compagnie, il est rarement venu lui-même. Généralement, c'est nous qui l'avons choisi. Ou alors qui avons fait la démarche de les adopter, même si après, sur la portée d'animaux, c'est lui ou elle qui nous a choisis sur le coup. Et souvent, ce sont des animaux qu'on va garder toute leur vie, qui vont partager notre quotidien et pas seulement nos pratiques. Ils vont partager bien plus que ça. Donc non, si votre chat se couche sur votre autel, c'est pas parce que c'est votre familier, c'est parce que c'est votre chat. Et c'est mieux parce que le lien est souvent beaucoup plus étroit entre un humain et un animal de compagnie qu'entre un sorcier et un familier. On a tendance à fantasmer sur ce genre de relation et on peut passer une vie entière de sorcier ou de sorcière sans avoir jamais un familier dans sa vie. Alors qu'on va passer une vie en ayant souvent pas mal d'animaux de compagnie qui défilent. Et c'est parfaitement normal. Donc, n'attribuons pas à des animaux de compagnie des choses qui ne sont pas de leur fait, alors qu'ils ont déjà tellement de choses merveilleuses à nous apporter. 6e gros cliché qu'on voit très souvent. Il y a des énergies positives et il y a des énergies négatives. Eh bien, figurez-vous que non. En réalité, il n'y a que des énergies dont la polarité est neutre. C'est uniquement notre perception, notre ressenti, donc le fait qu'on les ressente comme étant agréables ou désagréables, qui nous les fait cataloguer en bonnes et en mauvaises énergies, en énergie positive ou en énergie négative. C'est exactement comme avec les odeurs, des bonnes ou des mauvaises odeurs. Ce qui sent bon pour nous ne va pas sentir bon pour quelqu'un d'autre. Ce qui sent mauvais pour nous ne va pas sentir mauvais pour quelqu'un d'autre. Reprenez votre chat de tout à l'heure, votre chat va sans doute trouver que votre Chanel numéro 5 pue la mort, alors que franchement, le trou de l'anus de l'autre chat, il est très intéressant à sentir parce qu'il véhicule des infos. Tout simplement parce qu'on n'a pas la même perception. Même chose avec les herbes, les bonnes ou les mauvaises herbes. C'est notre perception parce que ça dépend de l'usage et du profit qu'on va pouvoir en faire. Donc c'est uniquement une question de perception. Généralement, on va considérer qu'une énergie stagnante, immobile, lourde entre guillemets, va plutôt être perçue comme négative, alors qu'une énergie fluide, passante, sera plutôt ressentie comme positive, même s'il y a des exceptions. Et il peut même s'agir de la même dont la perception va changer en fonction de son mouvement. Par exemple, l'énergie de quelqu'un, même quelqu'un d'agréable, même une énergie agréable, va devenir pesante si elle est piégée quelque part et si elle stagne. C'est pour ça qu'on conseille généralement de purifier sa maison régulièrement. C'est pour remettre les énergies en mouvement. C'est exactement comme les odeurs. C'est-à-dire que sur le coup, quand on a faim, l'odeur de la soupe à l'oignon qui mijote dans la casserole, ça met l'eau à la bouche. Le lendemain, quand elle est froide et qu'elle est imprégnée dans les papiers peints et les coussins, ça peut filer des hauts le cœur. Pourtant, c'est la même odeur. Mais c'est pas la même perception parce que c'est pas le même moment. Et puis là, on n'a plus faim, et puis c'est le matin, on a envie de manger son porridge avec un bon fruit, et on n'a certainement pas envie de manger de la soupe à l'oignon au réveil. Donc c'est une question de perception. En réalité, le fait qu'on dise qu'il y ait des énergies positives et des énergies négatives, c'est un raccourci. Une énergie n'est pas positive ou négative en soi. Ça dépend de la manière dont on l'aperçoit. L'énergie par exemple, alors on va prendre un cas extrême, d'un esprit qui a envie de vous embêter un petit peu, vous allez l'apercevoir comme négative parce qu'elle vous embête. L'esprit, lui, va plutôt la sentir positive parce que ça va lui procurer plutôt pas mal de divertissement. Donc c'est une question de point de vue. Donc il n'y a pas d'énergie positive et pas d'énergie négative. Ce qui nous amène au dernier et ultime, c'est la même chose, je voulais dire 7e et ultime point. Les outils et les ingrédients ne servent à rien. Alors ça, c'est un truc que j'entends très 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 souvent, en particulier quand on commence à parler dans des milieux un petit peu plus avancés avec des gens qui pratiquent depuis pas mal de temps. En fait, on confond le fait qu'on peut s'en passer et le fait que ça ne serve à rien. Oui, on peut s'en passer, mais se passer de quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose ne sert à rien. Techniquement, on peut se passer de son rein droit, de son appendice ou de sa vésicule biliaire. Ça ne veut pas dire que ce sont des organes qui ne servent à rien. On est bien d'accord. Oui, on a des organes vitaux, c'est clair que si on vous enlève le cœur, vous allez beaucoup moins bien vivre, ou le cerveau, alors qu'on peut tout à fait vivre sans vésicule biliaire, mais ça ne veut pas pour autant dire que la vésicule biliaire, elle sert à rien, on n'a qu'à l'enlever à la naissance.
Non. Eh bien, c'est exactement la même chose en magie. L'organe vital, c'est clairement l'intention, mais les outils et les ingrédients, eh bien, c'est comme la vésicule biliaire, votre rein droit ou votre appendice, ça peut quand même servir à quelque chose. En magie, notamment, ça va être très utile pour renforcer l'énergie, renforcer l'intention et en rendre le fonctionnement plus facile. C'est fait pour se faciliter et se simplifier la vie. Donc, c'est quand même utile. Par exemple, ça va aider à la focalisation. Si on se retrouve avec une bougie, avec une flamme dansante, on va avoir beaucoup plus de facilité à se mettre dans l'ambiance, à s'aligner, à se dire qu'on est en train de faire quelque chose de spécial, un acte magique et qu'on va avoir besoin de se concentrer. Ça peut créer aussi une association d'idées. Quand on travaille par exemple sur une dagide, ça va permettre, donc les fameuses poupées vaudou, ça va permettre de visualiser la personne sur laquelle on travaille et d'accroître un petit peu sa concentration par association d'idées, si la personne ne peut pas être là. Ça peut aussi créer une synergie d'énergie qui vont toutes œuvrer dans le même sens. En s'entourant d'objets ou d'outils ou d'ingrédients qui dégagent une énergie qui est similaire à l'énergie que je veux déployer pour mon intention magique, eh bien ça va permettre de multiplier mes chances, un petit peu comme un miroir qui va me refléter plusieurs fois. Si par exemple je travaille sur une notion, je ne sais pas, d'amour par exemple, et que je m'entoure de plantes qui dégagent des vibrations d'amour, comme la rose, comme le jasmin, comme le patchouli, etc., eh bien je vais amplifier l'énergie et je vais la rendre encore plus puissante que si je l'avais fait toute seule. Bien entendu, je peux faire tout ça sans aucun ingrédient, sans aucun outil. Mais ça ne veut pas dire, si j'utilise des ingrédients ou des outils, que je suis un moins bon sorcier ou une moins bonne sorcière. Ça veut simplement dire que j'ai encore ma vésicule biliaire. Ça ne fait pas de votre système digestif un barbare warrior de plus avoir de vésicule biliaire. C'est juste que vous avez appris à vivre différemment, c'est tout. Et en plus, la quête des ingrédients, elle a son utilité aussi. C'est-à-dire que partir en quête des objets, des outils, des ingrédients dont on va avoir besoin pour le rituel, ça va nous demander une énergie que l'on va déjà commencer à mettre. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer à se concentrer sur notre but, on va déjà y penser, on va le ressasser, on va le prévoir, on va se programmer, on va se mettre dans l'esprit, ce qui va nous permettre de commencer déjà à faire un préliminaire en quelque sorte de notre acte magique. Et en plus, ça nous donne du temps pour réfléchir. C'est-à-dire que des ingrédients qui vont être un petit peu plus difficiles à trouver par exemple, vont nous demander des efforts, donc ça va raffermir notre volonté, mais ça peut aussi nous mettre en face du défi et nous demander est-ce qu'on a vraiment besoin finalement de faire cet acte de magie-là? Est-ce que c'est quelque chose dont on a réellement la nécessité profonde ou est-ce que c'était pas plutôt un caprice et que finalement si on a la flemme de le faire, c'est peut-être révélateur du fait qu'on n'en avait pas réellement besoin et qu'on peut peut-être trouver un dérivatif un peu plus tangible, un peu plus profane. Donc oui, c'est utile, oui, ça a son utilité. Alors oui, on peut s'en passer, mais il n'y a absolument aucun mal à continuer à l'employer, bien au contraire. Voilà pour ces petits clichés, je m'arrête là moi pour aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on fera peut-être une deuxième partie à cette vidéo, qui sait. Ou peut-être que vous aurez pensé à des choses auxquelles moi je n'ai pas pensé ou qui ne me dérangent pas. C'est une certitude, je pense. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner à la chaîne, c'est toujours très plaisant et ça me soutient. Si vous voulez me soutenir plus activement, j'ai un Ko-fi, vous pouvez me laisser un petit pourboire. Et bien entendu, si vous voulez encore plus de moi et encore plus de magie au quotidien, je dirige également le programme Une année en magie sur Patreon, je vous mets les liens dans la description. Ou si vous vous inscrivez, vous pouvez recevoir un livret d'une centaine de pages tous les mois, plus 4 vidéos supplémentaires pour m'entendre blablater encore plus longtemps. D'ici la prochaine vidéo, faites attention aux clichés, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et surtout, plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.